Bonjour. Aujourd'hui, on va entamer la dernière partie de notre module physique 2. Il s'agit de la partie 3, c'est l'électricité. Il est divisé en trois sous-parties, l'électrostatique, l'électrocinétique et l'électromagnétisme. Je vais commencer par la partie électrostatique. Un atome est constitué de deux parties. La première partie, ce sont les électrons. Donc un électron est chargé négativement et possède une charge de moins 1,6 10-19 coulombs avec une masse de 9,1 10-31 kg. La deuxième partie de notre atome, c'est ce qu'on appelle le noyau. Il est constitué par les protons et les neutrons. Les protons sont chargés positivement avec une charge E de 1,6 10-19 coulombs et la masse c'est 1,67 10-27 kg. Par contre, pour les neutrons, donc la charge d'un neutron c'est 0 coulomb et la masse d'un neutron c'est 1,67 10-27 kg. Et la charge d'un atome est égale à 0 coulomb. Donc je peux dire que la charge, ou bien plutôt l'atome, il est neutre. Pour les matériaux conducteurs et isolants, donc d'une façon générale, un matériau il est divisé en deux types, soit un conducteur, soit un isolant. Donc c'est quoi un conducteur, c'est quoi un isolant? Donc les conducteurs, ce sont des substances qui vont laisser circuler les charges librement. C'est-à-dire que si j'ai des charges qui sont libres, ils peuvent circuler sans problème. Par contre, un isolant, c'est une substance qui laisse très difficilement circuler les charges. Donc si vous voulez l'isolant, il ne laisse pas circuler la charge, ou bien les charges peuvent circuler d'une façon qui est un petit peu difficile. Il y a une troisième catégorie qui est entre les deux, c'est une catégorie qui est intermédiaire, c'est ce qu'on appelle les semi-conducteurs. Donc c'est quoi un semi-conducteur? Ils se comportent en général comme des isolants, mais leur conductivité est beaucoup plus élevée. On peut ajouter des impuretés dans leur réseau pour les rendre encore plus conducteurs. Donc on peut distinguer par exemple le silicium et le germanium. De façon générale, c'est quoi un semi-conducteur? C'est une substance qui est un isolant à 0 Kelvin, mais dès la température est différente de 0 Kelvin, notre semi-conducteur il devient conducteur. Je vais par la suite présenter ce qu'on appelle la force électrostatique ou bien ce qu'on appelle la loi de Coulomb. Donc, je vais considérer tout d'abord deux charges qui sont immobiles, QA et QP, qui sont placées en A et en P et qui sont distantes de R. Bon, je peux dire que ces charges-là peuvent être soit positives, soit négatives. Donc voilà, donc vous pouvez voir sur la diapo, vous avez deux charges QA, QP. La distance entre le point A et le point P, c'est R. Donc, dans le cas où toutes les charges sont négatives ou bien toutes les charges sont positives, je vais avoir que QA, le produit QA fois QP est positif. Ça veut dire que QA et QP sont de même signe. Ça veut dire que soit elles sont toutes les deux positives, soit elles sont toutes les deux négatives. Ou bien, je peux avoir un deuxième cas, c'est ce que les deux charges sont de signe opposé. Ça veut dire que le produit QA fois QP est inférieur à 0. Donc là, comme vous pouvez remarquer sur la diapo, dans le cas où les charges sont de même signe, c'est-à-dire la figure qui est à gauche, on va rencontrer des forces qui sont répulsives. Qu'est-ce que ça veut dire des forces qui sont répulsives? Ça veut dire que chaque charge, il va repousser l'autre charge. Par contre, dans le deuxième cas, ça veut dire lorsque le produit QA fois QP est négatif, ça veut dire que les deux charges sont de signe opposé. Donc là, je vais rencontrer des forces qui sont attractives. Qu'est-ce que ça veut dire des forces qui sont attractives? Ça veut dire que chaque charge, il va essayer d'attirer la deuxième charge vers elle. Donc vous pouvez remarquer les forces FAB et FPA. Dans le premier cas, ça veut dire le cas qui est à gauche, ça veut dire lorsque les deux charges sont de même signe, je vais avoir ces forces-là
il possède un point, ou bien il possède une droite d'action qui est la même. Donc ça, c'est le point commun entre les deux forces. Et le sens est opposé. Par contre, dans le deuxième cas, ça veut dire lorsque QA fois QP il est négatif, toujours je vais avoir des forces qui possèdent la même direction, c'est la droite AP, mais ils sont toujours opposés. Donc je résume. Donc la loi de Coulomb, qu'est-ce qu'il va essayer de mettre en relief? Il va mettre en relief la force qui va être exercée entre deux charges. Et je peux dire que cette force-là, ou ce qu'on appelle la force électrostatique, c'est une force qui va avoir comme droite d'action, c'est la droite AB. Et le sens de notre force, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre du produit QA, QP. Ça veut dire si j'ai des charges qui sont opposées ou bien si j'ai des charges qui sont de même signe. Donc, comme vous voyez sur la diapo, vous avez deux charges QA et QP qui sont placées au point A et au point P, qui sont distantes de R. Donc là, comme vous pouvez remarquer, FAP est égal à moins FPA. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les deux forces sont opposées. Ça veut dire qu'ils vont avoir la même direction, mais de sens opposé. Et notre FAP est égal à moins FPA, est égal à 1 sur 4 P epsilon 0, QA fois QP, fois le vecteur AP sur R carré. Donc d'après la formule, qu'est-ce qu'on appelle la loi de Coulomb, cette force-là, elle va dépendre de la charge QA, elle va dépendre de la charge QP, et elle va dépendre bien sûr de la distance entre les deux charges. Bon, concernant les unités, donc l'unité elle est en newton, l'unité de la force est en newton, la distance entre les deux charges elle est en mètres, et la charge elle est toujours en coulomb. Et epsilon 0, ce qu'on appelle la constance diélectrique dans le vide, c'est égal à 1 sur 36 pi 10 à la puissance 9 farad mètre moins 1. Donc lorsque je vais parler d'une expérience qui est faite dans le vide, je vais prendre K c'est égal à 8,98 10 à la puissance 9 newton mètre carré par coulomb au carré. Mais dans le cas où l'expérience n'est pas faite dans le vide, mais dans un milieu différent que le vide, au lieu de travailler avec epsilon r, au lieu de travailler avec epsilon 0, je vais travailler avec epsilon. Tel que epsilon, c'est ce qu'on appelle la constante électrique d'un matériau, bien du milieu où l'expérience est faite. Si epsilon 0, ça veut dire c'est la constante d'électrique du vide, c'est 1 sur 36 pi 19 multiplié par epsilon r. Epsilon r, c'est la constante diélectrique qui dépend du matériau. Et je vais dire que epsilon r, c'est permissivité diélectrique relative. Donc là, je vais donner deux exemples de matériaux. Donc si je prends le paraffine, donc c'est 2,1. Si je prends le verre, cette permissivité diélectrique il peut aller entre de 4 jusqu'à 10. Donc en résumé, je peux dire que la force électrostatique dans un milieu est égale à la force dans le vide sur epsilon r, et epsilon r bien sûr c'est la permissivité diélectrique qui est relative au matériau. Maintenant, je vais parler de l'additivité de la loi de Coulomb. Donc, lorsque bien sûr je parle de l'additivité, il y a la notion de addition. C'est-à-dire, je vais essayer de déterminer la force qui est créée par plusieurs charges sur une charge indépendante. Donc, la force exercée sur une charge Q1 par deux autres charges Q2 et Q3 est la somme vectorielle des forces exercées respectivement par Q2 sur Q1 et Q3 sur Q1. Je vais vous expliquer. Donc je suppose que j'ai trois charges Q1, Q2, Q3 qui sont présentées sur la diapo. Donc je vais commencer tout d'abord par tracer la force F de 1. Donc c'est la force qui est créée par la charge Q2 sur la charge Q1. Donc
comme vous pouvez remarquer, notre force F de 1, c'est une force qui est répulsive. Ça veut dire que Q1 et Q2, ils sont de même signe. Donc là, lorsque je parle de même signe, ça veut dire que il se peut que toutes les deux sont négatives ou bien toutes les deux sont positives. La distance entre la charge Q1 et la charge Q2, je vais supposer que c'est R de 1. La distance entre la charge Q1 et la charge Q3, je vais la noter R3. Par la suite, je vais tracer la force F3. Donc, comme vous pouvez remarquer, c'est une force qui est attractive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une force qui est attractive? Ça veut dire que Q1 et Q3, ils sont de signe contraire. Donc, lorsque je parle de charges qui sont de signe contraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit Q1 il est positive, Q3 il est négative, ou bien Q1 il est négative et Q3 il est positive. Donc, je vais essayer maintenant de calculer la force résultante créée par les charges Q2 et Q3 sur la charge Q1. Donc, comme vous pouvez remarquer sur la diapo, c'est la force, je vais la noter F1. Donc, F1, ça veut dire c'est la force qui est exercée sur la charge Q1. C'est la somme vectorielle, comme j'ai dit tout à l'heure, de la force F de 1 et la force F3 1. Et bien, il faut mettre, bien sûr, il faut mettre dans la tête qu'il y a une différence entre une somme vectorielle et une somme algébrique. Donc, je vais tirer la force F1. Donc, c'est la somme, comme vous pouvez voir sur la formule, c'est la somme de la force créée par la charge Q2 sur Q1. C'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 sur R de 1 au carré. Fois le vecteur vient sur le vecteur U de 1 qui va nous donner le sens de notre force. Plus 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 Q3 sur R3 1, c'est de la distance entre la charge Q1 et Q3 fois le vecteur U3 1. Donc, de façon générale, plus généralement, la force exercée sur une charge test Q, dans notre cas c'est Q1, par un ensemble de charges QI. Donc, ici le QI, ça veut dire Q1, Q2, Q3, etc. Et la somme vectorielle des forces exercées respectivement par toutes les charges QI prises individuellement sur la charge test Q. Et je vais présenter la forme générale de notre force résultante, c'est la somme des forces élémentaires. Je rappelle toujours qu'il s'agit ici d'une sommation qui est vectorielle et ce n'est pas une sommation qui est algébrique. Maintenant, je vais présenter la notion de champ électrique, ou bien ce qu'on appelle le champ électrostatique. Donc, toute charge électrique produit un champ électrique dans l'espace qui l'entoure. Donc là, lorsque je parle de charge électrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se peut que c'est une charge qui est positive ou bien une charge qui est négative. Et bien sûr, lorsque je parle de l'espace qui l'entoure, donc c'est l'espace qui entoure cette charge. Le champ électrique, ou bien ce qu'on appelle le champ électrostatique, est responsable de la force électrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je parle d'un champ électrostatique, automatiquement, je vais parler d'une force. Donc, finalement, une charge électrostatique, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer un champ électrostatique. Et ce champ électrostatique, il va créer une force. Donc, le champ produit une action locale et transmet son effet de poche en poche comme une onde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va voir par la suite que l'intensité de ce champ-là, il va dépendre bien sûr de la distance qui sépare la charge qui a créé ce champ-là et l'endroit où se trouve la charge où ce champ-là est créé. Donc, je vais supposer que j'ai une charge Q1, une charge ponctuelle placée en haut et un point M à la distance R. Donc, comme vous pouvez voir sur la diapo, vous avez la charge Q1. Je suppose que c'est une charge qui est positive.
et je vais essayer de calculer le champ électrostatique qui va être sur, ou bien qui va être dans le point M, où se trouve une charge Q. Donc là, comme vous pouvez remarquer, la charge Q1, elle va créer au point M un champ électrostatique que je vais noter E. Donc, d'une façon générale, le vecteur champ électrostatique est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 R2 R au carré fois U. Donc là, comme vous pouvez remarquer, le champ électrostatique il dépend de deux paramètres. Tout d'abord, il va dépendre de la charge Q1, ça veut dire la charge qui a créé notre champ, et il va dépendre bien sûr de la distance qui sépare l'endroit où se trouve la charge qui a créé le champ et l'endroit où je vais calculer notre champ électrostatique. Bien sûr, plus je vais m'éloigner de notre charge, plus le champ électrostatique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer. Donc je vais dire que le champ électrostatique il est inversement proportionnel à la distance R. Bon, l'unité de champ électrostatique dans le système international, vous avez, c'est le volt par mètre. Ou bien, je peux avoir le newton par coulomb. Bon, maintenant, je vais présenter la relation entre la force et le champ électrostatique. Parce que tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que lorsqu'il y a un champ électrostatique, forcément, il y a apparition d'une force électrostatique. Donc, comme vous pouvez remarquer sur la formule, F vecteur, c'est égal à Q fois E vecteur. Et bien sûr, E, c'est F sur Q. C'est 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 sur R carré fois U. Donc, U, le vecteur U, il va nous donner le sens de E. Et bien sûr, comme vous pouvez remarquer, tout d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, le champ électrostatique, il va dépendre des paramètres suivants. Il va dépendre de la charge Q1 et il va dépendre de la R, ça veut dire la distance qui sépare les deux charges. Et je rappelle aussi que dans notre cas, c'est la charge Q1 qui a créé le champ électrostatique et ce n'est pas la charge Q. Donc je récapitule. La charge Q1, il va créer le champ électrostatique. Donc, dans le milieu qui va entourer cette charge-là. Et bien sûr, si je mets une charge Q, comme vous pouvez remarquer sur la diapo, si je mets une charge Q en point M, qui est bien sûr éloigné de la distance R, donc en ce point M, il va être un champ électrostatique. Et forcément, je vais avoir une force qui va être créée. Et la force est sous cette forme-là, c'est Q fois E. Donc là, d'après la formule, je peux dire que le sens, qui est la relation entre le sens de la force et le sens du champ électrostatique. Ben, tout simplement, si Q est positif, alors F et E possèdent le même sens. Si Q est négatif, alors F et E ils sont de sens opposé. Bien sûr, lorsque je parle de même sens, de sens opposé, toujours je vais avoir la même droite d'action. Donc je résume. C'est que donc là, je vais supposer que toujours Q1 est positif. Donc la direction de champ elle est radiale. Le sens, c'est Q1 il est positif, donc c'est un champ qui est centrifuge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un sens qui est centrifuge? Ça veut dire que le champ, c'est de la charge vers l'extérieur. Je rappelle toujours que c'est Q1 qui va créer le champ électrostatique. Maintenant, si Q1 est négatif, je vais avoir un champ qui est centripète. Qu'est-ce que ça veut dire un champ qui est centripète? C'est comme dans la deuxième figure, c'est que le sens de E, c'est vers la charge. Et bien sûr, l'intensité de notre champ, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q1 sur R carré. Je rappelle toujours que Q1, c'est la charge qui a créé le champ électrostatique. Bien sûr, la dernière remarque, c'est que le champ électrique n'est pas défini en R est égal à 0. C'est normal, si je prends la formule qui est en rouge là, si je tends R vers 0, je vais avoir un champ qui tend vers l'infini. Donc finalement, lorsque je vais m'éloigner de notre charge, le champ il va
diminuer. À un certain moment, il va disparaître. Pourquoi? Parce que le champ, comme vous pouvez remarquer sur la formule, il est inversement proportionnel à la distance R. Donc, je récapitule, c'est que toute charge électrique, il va créer un champ électrostatique. Et le champ électrostatique, il va être créé dans l'endroit qui entoure notre charge. Donc, si la charge est positive, le champ électrostatique il est centrifuge, ça veut dire que c'est de la charge vers l'extérieur, comme vous pouvez voir sur la première figure. Si la charge Q1 elle est négative, le champ électrostatique il est centripète. Comme vous pouvez voir sur la figure, qu'est-ce que ça veut dire centripète? Ça veut dire que c'est de l'extérieur vers notre charge Q1. Champ créé par un ensemble de charges ponctuelles. Maintenant, on va supposer qu'il existe plusieurs charges et on va essayer de calculer le champ électrique résultant créé par l'ensemble de ces charges en point M. Je suppose que Q4 c'est une charge qui est négative, Q1 une charge qui est positive, Q2 une charge qui est positive, et Qn charge qui est négative. Et Q3 bien sûr c'est une charge qui est négative. Donc le champ résultant est la somme vectorielle de tous les champs créés par les différentes charges. E au point M, c'est égal à E1 plus E2 plus E3 plus E4 jusqu'à plus En. Et je rappelle ici toujours que la somme, c'est une somme vectorielle. Donc, comme vous pouvez remarquer sur la diapo, le champ électrique total, c'est une sommation, c'est sigma de I est égal à 1 jusqu'à N, de 1 sur 4 pi epsilon 0, QI sur I, RI au carré, UI vecteur. Avec QI, ce sont les charges élémentaires, et RI, ce sont les distances respectives entre les différentes charges et la charge. Donc finalement, je vais avoir, puisque 1 sur 4 pi epsilon c'est une constante, je peux la faire sortir et je vais avoir la formule qui est en rouge. Maintenant, on va essayer de traiter quelques exemples. Je vais commencer par un exemple qui est élémentaire. Donc une charge ponctuelle Q1 est égale à 3,2 10-9 coulombs est soumise à une force F1 est égale à 8 10-6 I. Première question, décrivez le champ électrique responsable de cette force. Deuxième question, quelle serait la force exercée sur une charge ponctuelle de Q2 est égale à moins 6,4 10-9 coulombs située au même point. Donc maintenant, si je considère la première charge Q1 3,2 10-9 coulombs, c'est une charge qui est positive. Donc c'est une charge qui est positive et qui est soumise à une force F1. Donc forcément, pour que cette charge soit soumise à une force F1, la condition c'est qu'il faut avoir un champ électrique. Donc d'après la figure, puisque la charge Q1 c'est une charge qui est positive, donc le vecteur force et vecteur champ électrique, ils vont procéder le même sens. Bien sûr, ils ont la même direction. Donc là, comme vous pouvez remarquer sur la diapo, vous avez ici la charge positive qui est en bleu et le champ, le vecteur champ et le vecteur force ont le même sens. Donc on demande de calculer l'intensité de ce champ électrostatique. Donc il suffit d'appliquer la formule. Donc la formule c'est que E est égal à F sur Q1. Donc tout calcul fait, vous allez trouver que le champ électrostatique c'est 2700 fois I. La deuxième question, on demande de calculer la force qui sera exercée sur une charge, mais cette fois-ci c'est une charge qui est négative. Q2 est égal à moins 6,4 10-9 coulombs. Donc là, comme vous pouvez remarquer sur la figure, le sens de F1, le sens de la force F2 et le sens au sens contraire
que le champ électrostatique E. Pourquoi? Parce que tout simplement, la charge, elle est négative. Et toujours, je vais appliquer la formule. Je vais avoir la force, c'est égal à Q2, qui est la charge fois E. Donc, ce calcul fait, vous allez trouver que la force, c'est moins 1,6, 10 moins 5. Donc, le moins, bien sûr, il indique quoi? Le moins et le signe moins, il indique le sens de la force. Ça signifie que le sens de la force F2, c'est le sens contraire que le champ électrostatique. Maintenant, on va traiter un deuxième exemple. Donc, un deuxième exemple, soit une surface où règne un champ électrique de 120 newtons par coulomb orienté vers le bas. Donc, comme vous pouvez remarquer sur le diapo, vous avez un champ qui est orienté vers le bas. Première question, quelle est la force électrique agissant sur un proton dans un tel champ? Deuxième question, quelle est la force électrique agissant sur un électron dans un tel champ? Donc là, la première remarque, c'est que on a fixé le champ qui est de 120 newtons par coulomb et on va supposer qu'on a deux types de charges. Une charge qui est positive, c'est la première question, qui est le proton. Une charge qui est négative, c'est la deuxième question, qui est un électron. Donc je vais commencer par la force exercée sur le proton. Donc je suppose ici que le champ électrostatique il est orienté vers le bas. Donc puisque la charge, c'est une charge qui est négative, puisqu'il s'agit qui est positive, pardon, puisqu'il s'agit d'un proton. Donc là, je vais avoir, comme vous pouvez remarquer sur la diapo, le sens de F, c'est le même sens que le champ électrostatique. Par contre, dans le cas où la charge c'est un électron, donc je vais avoir des sens qui sont opposés. Donc la force sur une charge positive est de même sens que le champ électrique. Par contre, la force sur une charge négative est de sens opposé ou bien au sens contraire au champ électrostatique. Et toujours, je vais appliquer la même formule, c'est que F ici à la Q fois E. Donc dans le premier cas, dans le cas de la charge positive, ça veut dire dans le cas du proton, je vais avoir une force de moins 1,92, 10 moins 17 fois G vecteur. Ça signifie quoi? Ça signifie que le sens de F, comme vous pouvez remarquer sur la diapo, le sens de F il est orienté vers le bas. Pour l'électron, je vais avoir une force qui est de 1,92, 10 moins 17 fois G vecteur. Ça signifie quoi? Ça signifie que la force elle est orientée vers le haut. Par la suite, on va essayer de calculer l'intensité du champ électrostatique créé par une association de deux charges. Une charge qui est positive de 8 microcoulombs et une charge qui est négative qui est de moins 36 microcoulombs. Donc deux petites balles en métal sont placées à 1 mètre l'une de l'autre. Ça veut dire que la distance entre les deux charges c'est 1 mètre. L'une d'elles porte une charge de moins 36 microcoulombs et l'autre une charge de 8 microcoulombs. La première question, quel est le champ résultant à 2 mètres à droite de la charge positive? Donc là, comme vous pouvez remarquer sur la diapo, vous avez les deux charges et on demande de calculer l'intensité du champ électrostatique au point où il y a le point d'interrogation. Bien sûr, là, la question c'est quel est le champ résultant. Donc là, on demande de calculer tout d'abord, de déterminer tout d'abord la direction, le sens et l'intensité, bien sûr, de notre champ. Ligne de champ électrique, ou ce qu'on appelle ligne de force, est une ligne tangente en chacun de ces points au vecteur champ orienté dans le même sens que le champ. Donc si je considère des vecteurs champ électrostatique, donc ce que je vais appeler la ligne de champ, c'est tout simplement la courbe qui est tangente en chacun de ces points au vecteur champ électrostatique. Donc là, comme vous pouvez remarquer sur la diapo, la courbe qui est en bleu, c'est ce qu'on appelle la ligne de champ. Il sera toujours tangente à notre champ électrostatique. Donc, propriété des lignes de champ. Ils partent toujours des charges positives et aboutissent seulement à des charges
négative. Donc si je considère la charge qui est à gauche, ça veut dire que la charge positive, donc les lignes de champ, c'est tout simplement, ce sont les courbes qui sont en vert. Donc comme vous pouvez remarquer, il démarre de la charge vers l'extérieur. Par contre, dans le cas d'une charge qui est négative, donc les lignes de champ, ils seront orientées vers la charge. Il indique, donc la deuxième propriété, il indique la direction du champ électrique qui leur est tangent en tout point. Donc comme vous pouvez remarquer sur la diapo, sur la figure numéro 3, vous avez toujours la charge négative, c'est comme s'il reçoit le vecteur champ. Par contre, le vecteur champ pour la charge positive, c'est de la charge vers l'extérieur. Donc toujours, je vais avoir la même définition. Les lignes de champ qui se resserrent quand le champ augmente et inversement. Deux lignes de champ ne peuvent pas se croiser. Donc là, comme vous pouvez remarquer, une fois je vais m'approcher des charges, alors les lignes de champ, ils vont se resserrer. Donc, toujours c'est la même définition. Donc une charge positive, les lignes de champ elles sont orientées vers l'extérieur. Pour une charge négative, les lignes de champ elles sont orientées vers la charge elle-même. Maintenant, je vais entamer la notion d'un champ électrique uniforme et permanent. Donc un champ électrique uniforme et permanent, il sera créé par ce qu'on appelle un condensateur plan. Bon, c'est quoi un condensateur plan? Donc un condensateur plan, c'est l'ensemble de deux plaques. Une plaque qui est chargée positivement et une plaque qui est chargée négativement. Donc comme vous pouvez remarquer sur la diapo, les deux plaques, l'une est chargée par la charge Q et la deuxième qui est à droite elle est chargée par la charge moins Q. Et entre les deux, il y a une distance petit t. Donc une fois j'ai deux charges qui sont l'une positive et l'autre qui est négative, il y aura forcément création d'un champ électrostatique. Et ce champ électrostatique, il sera tout d'abord uniforme, ça veut dire qu'il ne va pas changer de sens, il ne va pas changer de direction et il ne va pas changer d'intensité. Et permanent, ça veut dire qu'il se trouve tout le temps. Et là, comme vous pouvez remarquer, le sens de notre champ électrostatique est dirigé de la charge positive vers la charge négative. Ben, tout simplement pourquoi? Parce que la charge positive, elle va créer un champ qui est centrifuge, ça veut dire qu'il va démarrer de la charge vers l'extérieur. Par contre, la charge négative, elle va créer un champ électrostatique qui est centripète, ça veut dire qu'il est orienté vers la charge elle-même. Et on aura comme un vecteur champ électrostatique CU, c'est la différence de potentiel entre les deux plaques sur T. T avec T, c'est la distance qui sépare les deux plaques. Bon, maintenant, si je considère deux plaques métalliques parallèles, soumises à une tension U. Donc, comme vous pouvez remarquer, la tension U, elle va créer une charge positive sur la plaque qui est en haut et une charge négative qui est sur la plaque en bas. Et la distance entre les deux plaques, c'est petit t. Donc, le champ électrostatique qui va régner à l'intérieur de notre condensateur aura comme intensité le rapport U sur T. Avec U, c'est la tension de notre force électromotrice, de notre tension, et T, c'est la distance qui sépare. Et ce sera un champ qui est uniforme. Bon, maintenant, je vais entamer la notion de potentiel électrique créé par une charge ponctuelle. Donc, je récapitule. Jusqu'à maintenant, on a traité le cas de champ électrostatique et on a dit que chaque charge, qu'elle soit positive ou bien négative, il va créer un champ électrostatique. Donc je suppose que j'ai une charge Q qui est placée en haut et je suppose aussi que cette charge elle est positive. Donc un point M de l'espace qui est distant de R, il va créer un champ E. Et comme vous pouvez remarquer sur la diapo, le E c'est un champ qui est centrifuge. Pourquoi? Parce que j'ai une charge Q qui est positive.
Donc le champ électrique créé par la charge ponctuelle Q, supposé positif, en un point M est donné par, donc tapez la formule qu'on a fait, E vecteur c'est Q sur 4 pi epsilon 0 R au carré, UR vecteur. Bon, maintenant je vais parler de la notion de potentiel électrique au point M. Donc, je récapitule, au point M, il y aura un champ électrostatique et en même temps, il y a ce qu'on appelle un potentiel électrique. Donc, le potentiel électrique, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 au carré fois R. Donc là, comme vous pouvez remarquer, le potentiel, il va dépendre de quoi? Il va dépendre de la charge qui a créé le champ électrostatique. Et il va dépendre aussi de la distance qui sépare notre charge au point où je veux calculer le potentiel. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que le potentiel électrique, c'est un nombre, c'est pas un vecteur. Donc là, c'est un nombre et il va être soit positif, soit négatif. Les propriétés du potentiel électrique créées par une charge ponctuelle. Donc la première propriété, c'est que le potentiel créé par une charge, c'est une grandeur scalaire, algébrique, c'est-à-dire que ce n'est pas un vecteur. La deuxième propriété, c'est que le signe du potentiel est celui de la charge Q. Pourquoi? Parce que si je considère la formule, V c'est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 fois R, donc si la charge Q elle est positive, il va créer un potentiel qui est positif. Si la charge elle est négative, il va créer un potentiel qui est négatif. La troisième propriété, c'est que son intensité est inversement proportionnelle à la distance de la charge qui le crée. Donc toujours si je considère la formule de notre potentiel, si R, c'est-à-dire la distance, il augmente, le potentiel il diminue. Si la distance diminue, le potentiel il va augmenter. Et la quatrième propriété, il est directement proportionnel à la valeur de la charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la charge Q augmente, le potentiel il augmente. Si la charge Q diminue, le potentiel il diminue. Cinquième propriété, c'est qu'il ne dépend que du module R. Et il est constant à la distance constante de la charge. Donc si je considère le cercle en rouge de rayon R, je vais avoir le même potentiel. Là, tout simplement, pourquoi? Parce que je n'ai pas changé de distance. Par contre, si j'essaie de déterminer le champ électrostatique sur l'ensemble des points de notre cercle, ça ne va pas être la même chose. Pourquoi? Parce que je vais avoir la même intensité, mais ce qui va changer, c'est bien sûr, c'est la direction et le sens. Donc, je ne vais pas avoir le même champ électrostatique. Bon, maintenant, ce que je vais supposer que j'ai plusieurs charges. Je vais essayer de déterminer le potentiel résultant de l'ensemble de ces charges. Donc, dans le cas de n charges ponctuelles, Q1, Q2, Q3 jusqu'à Qn, on applique le principe de superposition. Les potentiels de chacune de celles-ci en un point M s'additionnent pour donner le potentiel en ce point. Donc là, vous pouvez remarquer sur la diapo, V, c'est-à-dire le potentiel résultant, c'est la somme des potentiels. Et là, je vais avoir, c'est la somme de I est égal à 1 jusqu'à 1 de QI sur 4 pi epsilon 0 fois RI. Je peux faire sortir le 1 sur 4 pi epsilon parce que c'est une constante. Donc finalement, je vais avoir K fois sommation de I est égal à 1 jusqu'à 1 de QI sur RI. Avec QI, c'est Q1, Q2, etc. C'est l'ensemble des charges. Et RI, c'est la distance qui sépare l'ensemble des charges au point où on veut calculer le potentiel. Donc on va expliquer ça avec un exemple. Donc je suppose que j'ai deux charges, Q2 de 50 microcoulombs et Q1 de moins 50 microcoulombs. Je vais essayer de calculer le potentiel au point A et le potentiel au point B qui est créé par les deux charges. Donc là, je résume, la charge Q2 il va créer un potentiel positif. Pourquoi? Parce que la charge est positive. Par contre, Q1 il va créer un potentiel qui est négatif. Pourquoi? Parce que c'est une charge qui est négative. Donc pour le point A, je vais essayer de calculer le potentiel. Donc comme je dit tout à l'heure, au point A, je vais avoir le potentiel global, c'est la somme de deux potentiels.
c'est la somme du potentiel créé par la charge Q1 et le potentiel créé par la charge Q2. Donc c'est KQ1 sur R1A plus KQ2 sur R2A. Donc d'après la figure, on peut remarquer que Q1 est égal à moins Q2 et la distance R1A est égale à 2 R2A. Donc là, vous avez la distance qui sépare Q2 avec A, c'est 30 cm. Par contre, la distance qui sépare la charge Q1 avec A de 60 cm. Donc je vais déterminer le potentiel. Donc ça va être moins KQ2 sur 2 R de A plus KQ2 sur R de A. Et avec la simplification, je vais avoir la formule KQ2 sur 2 R2 fois A. Maintenant au point P. Au point P, je vais appliquer toujours la formule, c'est que le potentiel, c'est la somme des potentiels élémentaires. Et au point P, je vais avoir la même distance. Donc la même distance, c'est 40 cm. C'est la distance qui sépare P avec la charge Q1 et la charge Q2. Il s'agit d'une même distance de 40 cm. Donc finalement, je vais avoir un potentiel qui est nul. Pourquoi? Ça veut dire que je vais avoir moins KQ2 sur R1B plus KQ2 sur R1B, je vais avoir 0 volts. Donc ça, c'est le potentiel créé au point P par l'ensemble des deux charges. Et au point A, donc en appliquant la formule qu'on a trouvée tout à l'heure, on va trouver un potentiel de 7,5 10 à la puissance 5 volts. Maintenant, je vais entamer la notion de condensateur. Un condensateur est constitué de deux conducteurs, ou bien ce qu'on appelle armature, séparés par un isolant, ou bien un diélectrique, et qui sont en influence totale. Si j'applique une différence de potentiel, ou bien une tension aux bornes de notre condensateur, une plaque sera chargée par une charge positive, et une plaque sera chargée par une charge négative. Et entre les deux, il y aura un champ électrostatique E qui est dirigé vers la charge positive, de la charge positive vers la charge négative. Les caractéristiques d'un condensateur. Un condensateur est caractérisé par sa capacité. On a notre C, c'est Q, c'est U. Avec Q, c'est la charge des plaques et U, c'est la différence de potentiel entre les deux plaques. Maintenant, si je considère le cas d'un condensateur plan, c'est quoi un condensateur plan? C'est que les armatures ils sont planes. Donc, si les deux armatures ou bien les deux plaques de notre condensateur sont sous forme d'un plan, je vais avoir un condensateur plan. Et la capacité d'un condensateur plan, que vous pouvez remarquer sur la diapo, c'est epsilon0 fois epsilon R, S sur T. Avec epsilon0, c'est la permissivité diélectrique du vide. Epsilon R, c'est la permissivité relative de l'isolant. S, c'est l'air de chaque armature, en mètres carrés. Et T, c'est l'épaisseur de diélectrique entre les armatures. Il est donné en mètres. Donc le T, c'est la distance. Le petit t, c'est la distance qui sépare les deux armatures. Maintenant, je vais entamer la notion d'association. Donc, je vais parler d'une association parallèle lorsque les condensateurs ils possèdent la même tension U. Donc, je peux remplacer l'association de ces condensateurs par un seul condensateur de capacité C équivalent, tel que C équivalent est égal à C1 plus C2 plus C3, etc. jusqu'à plus Cn. Avec Ci, c'est la capacité des condensateurs élémentaires. Dans le cas d'une association en série, donc c'est quoi une association en série? C'est que lorsque tous les condensateurs ils sont en cascade, comme vous pouvez remarquer sur la diapo, je peux remplacer l'association de ces condensateurs en série par un seul condensateur qui possède comme capacité C équivalente, telle que 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3, etc. jusqu'à plus 1 sur Cn. Bon, je peux traiter le cas d'un cas particulier, ça veut dire lorsque j'ai seulement deux condensateurs en série. Donc la capacité équivalente, c'est équivalent. Je vais appliquer la formule qui est en rouge.
Et je vais avoir 1 sur C équivalente égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc, tout calcul fait, on peut avoir C équivalente égale à C1 fois C2 sur C1 plus C2. Seulement, une petite remarque là, il ne faut pas appliquer cette formule si j'ai 3 condensateurs. Cette formule, c'est-à-dire le produit sur la somme, il est applicable uniquement dans le cas de 2 condensateurs en série. Exemple. Donc, je suppose que j'ai un circuit qui est formé par un générateur de 12 volts avec 3 condensateurs C1, C2 et C3. Donc, la première question, on demande de calculer la capacité équivalente du circuit ci-dessous. Et la deuxième question, on demande de calculer la tension V1, V2, V3, Q1, Q2 et Q3. Donc, pour calculer la capacité équivalente, on va essayer de simplifier le circuit. Donc, si je considère les condensateurs C1 et C2, ils sont comment? Bon, les condensateurs C1 et C2, ils sont en série. Donc, j'ai le droit de calculer la capacité équivalente. Je vais la noter C12, qui est égale à 1 sur C1 sur C12, c'est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Et puisqu'il s'agit seulement de 2 condensateurs, j'ai le droit de donner C12 est égal à C1 fois C2 sur C1 plus C2. Donc, application numérique, on va trouver une capacité C12 de 1 microfarad. Bon, maintenant, si pour cette capacité, ce condensateur C12, il est comment par rapport à C3? C'est une association qui est comment? C'est une association qui est parallèle. Donc, la capacité équivalente, comme j'ai présenté sur la diapo auparavant, ça sera la somme. C'est C3 plus C12. Donc, tout calcul fait, on va trouver une capacité de 6 microfarads. Bon, maintenant, on demande, la deuxième question, on demande de calculer la tension V1, V2, V3, Q1, Q2 et Q3. Donc, pour calculer les tensions V1, V2, V3, il suffit d'appliquer la formule Q est égal à C fois V. Avec C, c'est la capacité, V, c'est la tension. Donc, la tension V1, c'est quoi? C'est Q1 sur C1. La tension V2, c'est Q2 sur C2. Et ça sera égal à V1. Ben, tout simplement parce que je vais avoir les deux capacités C1 et C2. Les deux condensateurs, ils possèdent la même capacité. Et elles sont en série. Et la tension V3, ça sera Q3 sur C3, c'est V1 plus V2. Pourquoi? Parce que toujours je vais avoir les deux condensateurs C1 en série avec C2. Donc, application numérique, je vais avoir Q, c'est 6 fois 12, c'est 72 microcoulombs. Q3, c'est 5 fois 12, c'est 60 microcoulombs. Et finalement, Q1, c'est égal à Q2, c'est égal à 72 microcoulombs. Ça veut dire la quantité de charge globale moins la quantité de charge Q3. Ça va me donner 12 microcoulombs. Et je peux calculer facilement la tension V1, c'est 12 microcoulombs sur 2 microfarads, ça va me donner 6 volts. Et ça sera égal à la tension V2. Pourquoi? Parce que C1 et C2 ils possèdent la même capacité de 2 microfarads. Et la tension V3, bien sûr, ça va être égal à 12 volts. Pourquoi? Parce que le générateur il est en parallèle avec la tension, directement avec le condensateur C3. Donc, je vais avoir la même tension du générateur 12 volts. Maintenant, je vais entamer la notion d'énergie emmagasinée dans un condensateur. Donc, un condensateur contient de l'énergie sous forme électromagnétique que je peux donner sous cette forme. Donc, W, c'est égal à 1 demi C fois U carré. Avec C, c'est la capacité de notre condensateur. La tension U, c'est la tension au bord de notre condensateur. On peut avoir une autre écriture. Donc, c'est 1 demi Q fois U. Et ça va être encore 1 demi Q carré sur C. Avec W, c'est l'énergie en joule. C, c'est la capacité en farad. Et U, c'est la tension en bord de notre condensateur. Donc, en résumé, sur cette diapo, je vais résumer toutes les notions que j'ai traitées concernant la sous-partie électrostatique. Donc, j'ai parlé tout d'abord de la loi de Coulomb. Et j'ai dit que la loi de Coulomb, il définit la force qui sera créée entre deux charges, QA et QP sous cette forme. 1 sur 4 pi epsilon 0, QA occupé sur R carré.
avec R, c'est la distance qui sépare les deux charges. Et epsilon 0, c'est 1 sur 36, pi 19 farad mètre moins 1. Epsilon, c'est epsilon 0 fois epsilon R. J'ai parlé encore de la notion de force. Et je dis que si je veux calculer la force exercée par plusieurs charges sur une charge, ça va être la somme vectorielle des forces élémentaires. Il y a encore la notion de force et champ électrostatique. Et je dis que s'il y a un champ électrostatique qui règne dans un point, et si je mets en ce point-là une charge, qu'elle soit positive ou bien négative, il sera soumis à la force F, telle que F est égal à Q fois E2. Donc si la charge Q est positive, la force, le vecteur force et le vecteur champ auront le même sens. Si la charge est négative, ils auront le sens opposé. Et le champ électrostatique, il possède comme intensité 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 sur R carré. Avec R, bien sûr, c'est la distance qui sépare la charge qui crée le champ électrostatique et le point où je veux calculer le champ électrostatique. Bien sûr, le vecteur champ électrostatique total, c'est la somme des vecteurs champ électrostatique élémentaires. J'ai parlé encore de la notion de potentiel électrique et j'ai dit que une charge, elle va créer un champ électrostatique, il va créer bien sûr un potentiel électrique ou bien un potentiel électrostatique. Seulement, notre potentiel il est caractérisé par le fait que le potentiel c'est un scalaire, c'est pas un vecteur, ça veut dire qu'il va être un nombre. Donc d'après la formule, ce potentiel il sera soit positif s'il est créé par une charge qui est positive, ou bien négatif s'il est créé par une charge qui est négative. Il parlait encore de la notion de condensateur et on a dit que j'aurai un condensateur si je vais prendre deux plaques et je vais les mettre en parallèle. Donc l'une sera chargée positivement, l'autre sera chargée négativement. Avec un condensateur, il est caractérisé par ce qu'on appelle une capacité, telle que C, c'est la Q sur U, telle que Q, c'est la charge des plaques, et U, c'est la différence de potentiel entre les deux plaques. Dans le cas d'un condensateur plan, je vais avoir la formule qui est en rouge, c'est epsilon 0, epsilon R, S sur T. Donc un condensateur plan, c'est quoi? C'est un condensateur pour lequel les plaques sont sous forme d'un plan. Avec S, c'est la surface des plaques et T, c'est la distance entre les deux plaques. Et l'énergie emmagasinée dans un condensateur, c'est 1 demi C U carré. Avec U, c'est la différence de potentiel entre les deux plaques. Et C, c'est la capacité de notre condensateur. On va commencer par une première application. Donc, je suppose que j'ai un carré. Tel que dans les sommets, je vais avoir 4 charges, 3 charges positives et une charge qui est négative. Et le côté de notre carré, c'est A. Tel que A c'est à 5 cm et les charges Q, c'est de 1 nanocoulomb. On demande de calculer le champ électrostatique qui règne au centre de notre carré. Donc, ce que vous allez faire, vous allez calculer les 4 champs, l'intensité des 4 champs créés par les 4 charges. Et vous allez appliquer la somme vectorielle. Donc ce calcul fait, vous allez trouver un champ électrostatique de 14 400 watts par mètre. Une deuxième application, donc en considérant un condensateur constitué de deux armatures planes et parallèles. La distance entre les deux armatures est T égale à 2 mm. L'aire de la surface de chacune des armatures est S égale à 100 cm au carré. Première question, calculer la capacité électrique C de notre condensateur. Deuxième question, on charge le condensateur avec un générateur de tension continue U égale à 6 volts. Calculer la charge des armatures QA et QB. Troisième question, on suppose que le champ électrostatique entre les deux armatures est uniforme. Calculer son intensité E. Et la quatrième question, calculer l'énergie emmagasinée par le condensateur W.
Donc, si je considère le condensateur sur la diapo, le schéma du condensateur sur le diapo, donc là, d'après notre figure, la charge de la plaque A sera une charge qui est positive et la charge de la plaque P sera une charge qui est négative. Pourquoi? Parce que tout simplement, en se basant sur l'orientation de notre tension U. Donc, première question, on demande de calculer la capacité de notre condensateur. Puisqu'il s'agit d'un condensateur plan, donc j'ai la formule C est égal à epsilon 0 fois S sur T, avec S, c'est la surface de notre plaque, et T, c'est la distance qui sépare les deux plaques. Donc, application numérique, on va avoir 44,25 picofarad. Pour le calcul de la charge, donc QI est égal à C fois U est égal à 265 picocoulombs. Et QP est égal à moins QA. Pourquoi? Parce que la charge de QP elle est négative, par contre la charge de la plaque A elle est positive. Donc QP est égal à moins 265 picocoulombs. La troisième question demande de calculer le champ E. Donc le champ E est égal à U sur T, c'est 3000 volts par mètre. Donc comme vous pouvez remarquer sur la figure, le champ E, le sens de E, c'est de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement. Pourquoi? Parce que les charges qui sont sur la plaque A, ce sont des charges qui sont positives. Ils vont créer un champ qui est centrifuge. Par contre, les charges qui sont en B, ce sont des charges qui sont négatives. Ils vont créer un champ qui est centripète. Et finalement, je vais avoir l'énergie, c'est 1 demi CU carré, c'est 7,965 10 moins 7, pardon, 10 moins 10 joules. Une troisième application, on considère cette association, on demande de calculer la capacité CAP de condensateur équivalent à toute l'association. Donc tout d'abord, pour calculer cette capacité équivalente, il suffit tout d'abord d'identifier les associations élémentaires. Donc maintenant, si je considère la capacité de 220 nanofarad avec le 470 nanofarad, c'est une association qui est comment? Qui est parallèle. Donc la capacité équivalente, c'est la somme des deux capacités. Donc je vais avoir une capacité de 220 nanofarad plus 470 nanofarad. Maintenant, si je considère la capacité de 1 microfarad et le condensateur et la capacité de 220 nanofarad, est-ce qu'ils sont en série? Non, ils ne sont pas en série. Pourquoi? Parce que ils ne seront pas traversés par le même courant. Ils ne sont pas, par contre, la capacité de C1 de 1 microfarad, elle est en série avec l'association en parallèle de 220 plus 470. Et finalement, le C1 microfarad qui est en haut va être en parallèle avec l'association qui est en bas. L'association qui est constituée de 1 microfarad par l'association parallèle de 120 470 nanofarad. Donc la capacité équivalente CDP entre le point T et le point P, c'est une association qui est comment? Qui est parallèle. Donc ça va donner la somme, c'est 220 plus 470, ça va me donner 690 nanofarad. Et finalement, je vais avoir la capacité équivalente, c'est 1,408 microfarad. Comme quatrième application, on considère deux plaques métalliques horizontales qui sont distance de 1,5 cm et on applique entre les deux une différence de potentiel de 3 kV. On constate alors que de petites gouttes d'huile chargées négativement, donc on suppose que on va placer des gouttes d'huile qui sont chargées négativement, sont en équilibre entre les deux plaques. Donc, la première question, quelles sont les polarités des plaques? Ça veut dire la plaque A sera chargée positivement ou bien négativement et la plaque B, est-ce qu'elle sera chargée positivement ou bien négativement? Et la deuxième question, quelle est la charge d'une goutte d'huile? Ça veut dire on demande de calculer la valeur exacte de cette charge. Les données. La masse volumique de l'huile sirop, c'est 900 kg par mètre au cube. Le diamètre d'une goutte, D, c'est 4,1 micromètres. Et l'intensité du champ de pesanteur, c'est G, c'est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. Donc là, on suppose que les deux plaques sont supposées horizontales et on demande de calculer la valeur de
de la charge des gouttes d'huile. Donc, comme correction, je vais commencer par la première question. Je suppose que les plaques sont posées horizontalement. Donc, puisqu'il y a une différence de potentiel, comme on a vu dans le cours, une plaque sera chargée positivement, une plaque sera chargée négativement. Donc, vu que le sens de la flèche de la tension entre les deux plaques, c'est vers le haut, donc forcément, la plaque A va être chargée positivement et la plaque B il sera chargée négativement. Et par la suite, je vais avoir une création de champ électrostatique. Bon, maintenant, quel est le sens de ce champ électrostatique? Bon, on l'a vu dans le cours que ce champ-là, il sera de la plaque positive vers la plaque négative. Donc, je vais avoir le sens de la flèche qui est en vert. Donc ça, c'est le champ électrostatique. Et par la suite, il y a création de force. Parce que l'autre fois, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que chaque fois qu'il y a un champ électrostatique, je pose une force, ou bien plutôt une charge à l'intérieur de ce champ électrostatique. Donc il y aura création de force. Et je rappelle ici que le sens de F et le sens de E, ils sont soit le même sens. Ça veut dire que si la charge Q est positive, le sens de E et le sens de F est le même sens. Par contre, si j'ai une charge qui est négative, les deux sens seront opposés. Donc, notre cas, puisqu'il s'agit d'une charge qui est négative, donc le sens de F il sera vers le haut, comme vous voyez sur la diapo. Bon, maintenant à l'équilibre, d'après le principe fondamental de la dynamique, la somme des forces qui seront appliquées sur notre charge négative est nulle. Donc je vais avoir cette équation, m fois g vecteur plus q fois e vecteur est égal à 0. Donc ça c'est le principe fondamental de la statique, ou bien le principe fondamental de la dynamique dans le cas où la charge il ne bouge pas. Donc si je considère la charge Q, donc je vais avoir une sommation, donc Q est égal à m fois G sur E, ce qui me donne une charge Q de 1,6 10 moins 18 coulombs. Et je rappelle ici qu'il s'agit ici d'une charge qui est négative. Bon, la deuxième partie, c'est l'électron cinétique. Je vais commencer par une petite définition. Dans un conducteur non soumis à une différence de potentiel, les électrons de conduction sont animés de mouvements d'agitation thermique indépendants les uns des autres. Il n'y a pas d'effet de placement collectif. Ça veut dire que les électrons, ils sont libres, ils peuvent se déplacer comme ils veulent. Par contre, lorsque j'applique une différence de potentiel au bord de notre conducteur, donc il y aura création de champ électrostatique. Et le champ électrostatique, bien sûr, il sera dirigé de la charge positive vers la charge négative. Ce qui va nous donner par la suite une force qui est égale à Q fois E. Et je rappelle ici que le sens de F et le sens de E, soit ils vont avoir le même sens, ou bien ils vont avoir des sens opposés suivant la charge de Q. Donc finalement, tous les électrons, puisque les électrons ils sont chargés négativement, ils vont se déplacer sous l'action de F. Et je vais avoir un déplacement qui est collectif. Et par la suite, il y aura la création d'un courant électrique. Donc je rappelle que je vais avoir un courant électrique si j'ai un déplacement de charge. Donc s'il n'y a pas un déplacement de charge, il n'y aura pas de courant électrique. Donc je définis l'intensité du courant électrique, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. Ça veut dire c'est la variation de la charge électrostatique par rapport au temps.
Donc je récapitule. S'il n'y a pas de variation de charge, il n'y aura pas d'intensité du courant électrique. Ça veut dire s'il n'y a pas de déplacement, il n'y aura pas de variation de charge. L'unité de l'intensité du courant, c'est l'ampère. L'unité de la charge, c'est le coulomb. Et l'unité de temps, c'est seconde. Maintenant, je vais présenter la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, la tension U au bord d'un conducteur ohmique, ça veut dire au bord d'un conducteur qui se forme d'une résistance, est égale au produit de sa résistance R par l'intensité U du courant qui le traverse. Donc comme vous pouvez remarquer, j'ai une résistance R qui est traversée par un courant I et je vais avoir la tension U. Donc ici, je signale que le courant et la tension, ils possèdent toujours un sens opposé. Donc U c'est égal à R fois I. L'unité de I c'est ampère, l'unité de R c'est ohm et l'unité de I c'est le volt. Donc comme application, première question, calculer la résistance du filament de lampe 6 volts 250 mA en fonctionnement normal. Donc je suppose que la lampe il se compose comme une résistance telle que lorsqu'elle est traversée par un courant de 250 mA, une tension de 6 volts apparaît à ces bords. Donc on demande de calculer la résistance de ce filament. Donc réponse, donc ici U c'est égal à 6 volts, un courant de 0,25 ampères. Donc je vais appliquer la loi d'Ohm, je calcule R c'est égal à U fois U, et je vais avoir R c'est égal à 24 ohms. Deuxième application, calculer l'intensité du courant qui traverse une résistance de 120 ohms lorsqu'il est soumise à une tension de 9 volts. Donc là, c'est pas comme dans la première question. Ici, on donne la valeur de la résistance et on demande de calculer l'intensité qui traverse cette résistance lorsque je vais avoir une tension entre ces bornes de 9 volts. Donc comme réponse, U est égal à 9 volts, R est égal à 120 ohms. Donc j'applique la loi d'Ohm, je vais avoir I est égal à U sur I. Donc ce calcul fait, je vais avoir I est égal à 75 mA. Troisième application, on demande de calculer la chute de tension produite par un fil conducteur de résistance R est égal à 0,14 ohms traversé par un courant de 5 ampères. Donc ici, la valeur de la résistance est connue, c'est 0,14 ohms. L'intensité du courant, c'est 5 ampères. Et on demande de calculer la chute de tension ou bien la tension en borne de ce conducteur. Donc directement, j'applique la loi d'Ohm. U est égal à R fois I. La résistance, c'est 0,14. L'intensité du courant, c'est 5 ampères. Donc la tension U est égale à 0,7 volts. Bon, maintenant, je vais entamer la notion d'association de résistance. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le mot association? Donc, je vais parler d'une association lorsqu'il y a plusieurs résistances qui sont connectées. Je vais commencer par la première définition, ou bien ce qu'on appelle la première association, c'est ce qu'on appelle l'association en série. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une association en série? Ben, tout simplement, une association en série, c'est que lorsque plusieurs résistances ils sont traversés par le même courant. Donc si je considère ici R1, R2, etc. jusqu'à Rn, de la première figure qui est en haut, donc les différentes résistances ils sont traversées par le même courant. Donc tout l'ensemble, ou bien cette association, je peux la remplacer par une seule résistance que je vais appeler R équivalent. C'est la figure qui est à droite. Donc R équivalent, c'est égal à la somme des résistances. C'est R1 plus R2 plus R3 plus R4, etc. jusqu'à plus Rn. C'est la résistance équivalente de l'association qui est en série. Bon, maintenant pour une association en parallèle. Bon, dans ce cas-là, les résistances R1, R2 jusqu'à Rn, ce sont des résistances qui sont en parallèle. Ben, comment je lui dis que c'est une association parallèle ou bien une association en série? Ben, tout simplement une association parallèle. Lorsque toutes les résistances possèdent la même tension à leur borne. Donc là, comme vous pouvez remarquer, R1, R2 jusqu'à Rn, ils vont avoir la même tension à leur borne. Donc l'association en parallèle, il possède comme résistance équivalente
1 sur R équivalence, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, etc. Bon, maintenant, dans le cas particulier, ça veut dire lorsque je vais avoir seulement deux résistances en parallèle, R1 et R2. Donc, R1 et R2 vont être remplacés par une seule résistance R équivalente, telle que, d'après la formule précédente, 1 sur R équivalent, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et là, je vais rentrer en même dénominateur et je calcule R équivalent, c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. Et je signale ici que la résistance équivalente de deux résistances en parallèle, c'est le produit sur la somme, mais à condition d'avoir seulement deux résistances. Si je n'ai pas de résistance, c'est-à-dire 3 ou bien 4, je n'ai pas le droit de dire que la résistance équivalente, c'est le produit des résistances sur la somme des résistances. Je répète ici, la résistance équivalente, c'est le produit sur la somme uniquement dans le cas de deux résistances. Si je n'ai pas de résistance, je suis obligé d'utiliser la forme précédente. Ça veut dire 1 sur R équivalent, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2, etc. Donc, concernant les appareils de mesure de tension et de l'intensité du courant. Donc, pour mesurer l'intensité du courant, je suis obligé d'utiliser ce qu'on appelle un ampèremètre. Donc, un ampèremètre, c'est l'appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant qui traverse une résistance. Et comme vous pouvez voir sur la diapo, l'ampèremètre, il se branche en série avec la résistance R. Et le courant, il va traverser l'ampèremètre de la borne plus vers la borne moins. Maintenant, pour mesurer la tension au bord d'une résistance, je vais utiliser ce qu'on appelle un voltmètre. Donc là, comme vous pouvez remarquer sur la diapo, le voltmètre, il se branche en parallèle avec la résistance. Donc je récapitule, l'ampèremètre se branche en série avec la résistance, le voltmètre se branche en parallèle avec la résistance. Bon, maintenant je vais entamer la notion de générateur ou source d'énergie. Générateur ou source d'énergie. Je vais commencer par les générateurs de tension parfaits ou bien ce qu'on appelle idéal. Donc la différence de potentiel à ces bornes est indépendante du courant débité. Sa résistance interne est nulle, telle que R interne est égal à 0 ohm. Donc c'est quoi un générateur de tension parfait? Ben, tout simplement, c'est un générateur qui va nous donner une tension qui est constante, quel que soit le courant qui est débité ou bien qui est fourni par ce générateur. Donc le symbole, je vais avoir les deux symboles, soit le premier, soit le deuxième. Et là, si je veux tracer la caractéristique U en fonction de I, donc comme vous pouvez remarquer sur la diapo, je vais avoir une tension U de E en volts bien sûr, quel que soit le courant. Quel que soit le courant qui est débité ou bien qui est fourni par notre générateur de tension parfait, la tension U, elle va rester une constante. C'est pourquoi on l'appelle un générateur de tension parfait ou bien idéal. Ou bien plutôt une résistance interne nulle. Bon, maintenant, je vais définir ce qu'on appelle un générateur de tension réel. Donc, ce n'est pas un générateur qui est parfait. Donc, c'est quoi un générateur de tension réel? Ben, tout simplement, c'est un générateur qui va nous donner tout d'abord une tension. Ça, c'est la première définition. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un générateur de tension. Par contre, ici, le mot réel, il va signaler que la tension, elle va diminuer si le courant augmente. Donc, comme vous pouvez remarquer sur notre schéma équivalent, vous avez pour un générateur de tension réel, vous avez un générateur de tension parfait, qui est E, en série avec une résistance interne. Donc là, je rappelle que pour le générateur de tension parfait, la résistance interne, c'était de 0 ohm. Ça veut dire qu'il n'a pas d'influence lorsque le courant augmente. Par contre, ici, dans le générateur de tension réel, cette résistance interne va influencer la caractéristique U en fonction de I. Donc, comme vous pouvez remarquer, dans la figure qui est en bas à droite, lorsque le courant I augmente, la tension U, il n'est plus, ou bien plutôt, il ne reste plus, est égal à E, une constante, mais elle diminue. Donc, lorsque le courant I augmente, la tension diminue. C'est pourquoi je vais parler d'un générateur de tension réel. Bon, maintenant pour le générateur de courant. Bon,
Donc cette fois-ci, je vais parler d'un générateur de courant. Ça veut dire un système qui va fournir un courant électrique. Et bien sûr ici, je vais définir toujours deux types de générateurs. Le générateur de courant parfait, ce qu'on appelle idéal, et un générateur de courant réel. Donc je vais commencer par le premier, générateur de courant parfait ou bien idéal. Donc l'intensité du courant débité ne dépend pas de la charge. Ça veut dire que, comme vous pouvez remarquer sur la diapo, sur la figure à droite, en haut, la caractéristique U en fonction de I, je vais avoir une droite qui est verticale. Donc qu'est-ce que ça veut dire une droite qui est verticale? Ça veut dire que quelle que soit la tension à ces bornes, la tension aux bornes de notre générateur de courant, je vais avoir un courant qui est constant, et je le note ici IG. Donc le symbole, ce sont deux cercles avec une flèche qui va désigner le sens du courant. Donc ça, c'est dans le cas du générateur de courant parfait. Ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser à la tension, quelle que soit la tension, 1 volt, 2 volts, 3 volts, etc. Je vais avoir toujours un courant qui est constant. C'est pourquoi on l'appelle un générateur de courant qui est parfait, ou bien idéal. Il nous donne un courant parfait. Maintenant, pour le générateur de courant réel, cette fois-ci, la résistance interne R est non infinie. Donc le symbole, ça va être quoi? Ça va être, comme vous pouvez remarquer sur la diapo, vous pouvez remarquer un générateur de courant idéal, IG, en parallèle avec une résistance. Donc, lorsque ce générateur il nous fournit un courant, je ne vais pas avoir un courant qui est constant, mais un courant qui diminue lorsque la tension U augmente. Donc, comme vous pouvez remarquer sur la courbe qui est à droite en bas, c'est la caractéristique U en fonction de I de notre générateur de courant réel. Lorsque la tension U augmente, qu'est-ce qu'il fait le courant? Le courant, ou bien l'intensité du courant, il diminue. Donc c'est ça la différence entre le générateur de courant parfait et le générateur de courant réel. Dans le parfait, quelle que soit la tension, le courant il reste une constance. Il ne change pas. C'est ici générateur IG. Par contre, pour un générateur de courant réel, la tension U, si la tension U augmente, le courant il n'est plus une constance, mais il diminue. Bon, maintenant, je vais énoncer les lois de Kirchhoff. Donc, la première loi, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Donc, je rappelle ici qu'un nœud, c'est au moins la connexion de 3 branches. Donc, la somme algébrique des courants en un nœud est nulle. La somme algébrique des courants en un nœud est nulle. C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Qu'est-ce que ça veut dire la somme algébrique? C'est la somme du courant entrant est égale à la somme du courant qui sort. Donc là, je donne un exemple. Je suppose ici que ça, c'est un nœud déjà. Pourquoi? Parce que j'ai 5 branches. Donc, d'après la loi du nœud, qu'est-ce qu'il dit la loi du nœud? Il dit que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Donc, quels sont tout d'abord les courants qui entrent dans ce nœud? Donc, le courant entrant, vous avez I5 et 1. I1, il est entrant. I2 et I5. Et les courants qui sortent, ce sont I3 et I4. Donc, d'après la loi des nœuds, je vais avoir I1 plus I2 plus I5 c'est égal à I4 plus I3. Donc, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Donc, ça c'est la loi des nœuds, ou bien la première loi de Kirchhoff. La loi des mailles, ou bien la deuxième loi de Kirchhoff, lorsqu'on parcourt une maille, la somme algébrique des différences de potentiel est nulle. Donc la somme algébrique des différences de potentiel est nulle. La condition, il faut parcourir une maille. Donc on va faire une application. Donc je suppose ici que j'ai 4, ou bien j'ai 3 résistances là qui vont former une maille. Vous avez la maille A, B, C, D, A. D'accord? Donc là, dans l'exemple, je vais parcourir la flèche qui est en rouge, c'est la flèche qui nous donne le sens de parcours de notre maille. Donc d'après la flèche, je vais avoir ce sens-là. A, D, C, B, A. Donc d'après la deuxième loi de Kirchhoff, qu'est-ce qu'il dit la deuxième loi de Kirchhoff? Il dit que la somme des tensions
ou bien la somme des différences de potentiel, lorsqu'on parcourt une maille est nulle. Donc je vais avoir ici, lorsque je parcours la maille, je commence par exemple de C. Je vais avoir le sens de parcours qui est ce sens en rouge. Donc je vais compter V3 positif, donc V3 plus V1, donc V3 plus V1 sur la formule. Et là, je vais avoir un moins V2. Pourquoi je vais avoir un moins V2? Parce que le sens de la tension V2, c'est le sens opposé du sens de parcours qui est en rouge. Donc je vais avoir V3 plus V1 moins V2 est égal à 0. La condition, je dois, bien sûr, lorsque je vais dire que je vais parcourir une maille, je suis obligé de revenir à mon point de départ. Donc une deuxième application, je vais supposer que j'ai ici une maille qui est formée par l'ensemble des résistances et des générateurs, et je vais appliquer la loi des mailles. Donc la condition pour appliquer la loi des mailles, il me faut tout d'abord une maille. Donc, je suppose que la maille est formée par les résistances R1, R2, les générateurs E1, E3. Et la condition, il faut que je commence du point A et je fais le tour et je reviens au point A pour avoir une maille. Le sens de parcours de la maille, il est en rouge, comme vous voyez sur la diapo. Donc je rappelle ici que je vais flécher les tensions positivement si ils possèdent le même sens que le sens de parcours, et négativement s'ils possèdent un sens opposé que le sens du parcours. Donc je démarre par A et je vais commencer. Donc U1 va être compté positivement. Je note U1. Pourquoi positivement? Parce que c'est le même sens du parcours en rouge. E1. Donc E1 va être compté négativement. Pourquoi? Parce que le sens de E1, c'est le sens opposé que celui du parcours. Donc je note ici moins E1, que vous pouvez remarquer sur la formule. Ensuite, plus U2, c'est le même sens. Ensuite, plus I6. Ensuite, plus E4. Ensuite, plus E5. Plus E3. Plus E4. Moins E2. Donc, pourquoi le moins? Parce que le sens de E, c'est le sens opposé du sens du parcours. Moins E2 et finalement plus E3 est égal à 0. Parce que la loi des mailles, qu'est-ce qu'il dit? La loi des mailles, je rappelle, c'est la somme des générateurs est égale à 0 dans une maille. Donc j'ai démarré de A et je suis revenu au point A. Donc c'est une maille. Bon là, une petite remarque, c'est que vous pouvez avoir le même résultat si vous changez le sens de parcours. Ça veut vous faites ce parcours-là, A, R3, R4, R5, R6, R2, R1. Donc vous aurez la même formule, seulement au départ vous aurez ici moins, par exemple, moins E3, plus E2, moins E4, plus moins E3, moins U5, moins E4, moins U6, moins U2, plus E1 et moins U1. Tout ça est égal à 0. Et finalement, je vais aboutir à la même formule. Donc, si vous voulez, le sens du parcours, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, il faut que, lorsque je veux appliquer la loi des mailles, il faut avoir tout d'abord la condition, il faut avoir une maille, tout d'abord. Et la maille, je rappelle que c'est un parcours qui est fermé, c'est un contour qui est fermé. Et il faut fixer un sens. Donc, une fois que vous allez fixer le sens, vous allez appliquer la loi des mailles, vous allez trouver une formule. Donc le sens, ça n'a pas d'ordre. Seulement, il faut suivre le sens. Les tensions qui possèdent le même sens que le sens du parcours seront comptées positivement. Les tensions qui seront en sens inverse vont être considérées ou bien vont être comptées négativement. Bon, maintenant, je vais entamer la notion de puissance d'un circuit électrique. Donc, je suppose ici que j'ai un dipôle. Donc, un dipôle, c'est quoi? Donc, il y a le mot dipôle. Donc, dipôle, ça veut dire c'est un système qui contient deux pôles. Comme vous pouvez remarquer sur la diapo, vous avez le pôle A et le pôle B. Et la tension au bord de ces deux pôles, c'est U. Je vais la noter U. Et le courant qui est fourni, c'est U. Donc, la puissance électrique reçue par un récepteur ou fourni par un générateur. Donc là, d'après
cette définition, P est égal à UI. Il y a la notion de récepteur et la notion de générateur. Donc, c'est quoi un récepteur? C'est quoi un générateur? Ben, tout simplement, un récepteur, il va recevoir de la puissance. Donc, la puissance, elle va être reçue par notre récepteur. Par contre, pour un générateur, c'est le dipôle qui va fournir de la puissance. Donc, P est égal à U fois I. La puissance, elle est en watts. L'intensité, c'est en ampères. Et la tension U, il est en volts. Bon, maintenant, je vais commencer par l'application numéro 1. Donc, je suppose que j'ai une association qui est formée par des résistances R1, R2, R3 et un générateur E. Je suppose que E est égal à 24 volts. R1 est égal à 10 ohms. La résistance R1 est égale à 10 ohms. La résistance R2, c'est 4 ohms. Et la résistance R3, c'est 2 ohms. La première question demande de calculer la résistance équivalente entre le point A et le point B. Bon. Avant, j'ai une question. Bon, maintenant, est-ce que R1 et R2 sont en série? Donc, R1 et R2 ne sont pas en série. Ben, tout simplement, parce que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que deux résistances en série, s'ils sont parcourus par le même courant. Ici, R1 et R2 ne sont pas parcourus par le même courant. R1, il est parcouru par I1. Et R2, il est parcouru par I2. Donc, R1 et R2 ne sont pas en série. Maintenant, R1 et R3. R1 et R3 ne sont pas en série. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas parcourus par le même courant. R3, il est parcouru par I3. Par contre, R1, il est parcouru par I1. Bon, maintenant, R2 et R3, comment ils sont? Ils sont en parallèle. En parallèle, pourquoi? Parce qu'ils ont la même tension à leur borne. Bon, maintenant, la question, R1, il est en série avec quelle résistance? Bien, tout simplement, R1, il est en série avec la résistance équivalente de l'association en parallèle R2 et R3. Bon, maintenant, pour calculer la résistance équivalente, c'est la résistance R1 qui est en série avec quoi? Avec la résistance, ou bien plutôt l'association parallèle de R2 et R3. Et l'association parallèle de R2 et R3, comme j'ai dit dans la diapo, vous avez deux résistances qui sont en parallèle. Donc la résistance équivalente, c'est le produit sur la somme. C'est R2 fois R3 sur R2 plus R3. Donc tout ce calcul fait, vous allez trouver une résistance de 11,33 ohms. Donc je récapitule. Pour calculer la résistance équivalente RAB de cette association, je vais commencer par faire une petite simplification. Puisque R2 et R3 sont en parallèle, je vais calculer la résistance équivalente. C'est R2 fois R3 sur R2 plus R3. Et par la suite, cette association, elle est en série avec R1. C'est pourquoi je vais mettre ici un plus. Donc, tout calcul fait, vous allez trouver 11,33 ohms. La deuxième question demande de calculer l'intensité de courant I1, I2 et I3. Donc, je vais calculer tout d'abord l'intensité de courant I1. Donc, I1, c'est quoi? C'est la tension E sur la résistance équivalente RAB. Pourquoi? Parce que la résistance équivalente RAB, il sera traversé par le courant I1. Et j'applique la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'il dit? Je rappelle la loi d'Ohm, il dit que la tension U, c'est égal à R fois I. La tension U ici, dans notre cas, c'est E. La résistance, c'est la résistance équivalente RAB. Et je calcule notre courant I1 qui est égal à 2,11 ampères. Maintenant, comment je vais calculer le courant I2 et I3? Donc, en appliquant la loi d'Ohm aux bornes de la résistance R2, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir U, la tension U2, est égale à R2 fois I2. Et je rappelle ici que le sens de I2 et le sens de U, c'est sens opposé. Et c'est égal à moins R2 fois R3. Pourquoi? Parce que la tension au borne de R3, elle est vers le bas. Pourquoi elle est vers le bas? Parce que le courant, il est vers le haut. Et finalement, je vais avoir U2, la tension U2, c'est la tension au borne de R2 et c'est la tension au borne de R3. Pourquoi? Parce que R2 est en parallèle avec R3.
Donc là, je peux calculer I2. Donc I2 est égal à moins R3 fois I3 sur R2. Et par la suite, je vais appliquer la loi des nœuds. Je vais appliquer la loi des nœuds. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais appliquer la loi des nœuds. Je vais avoir, j'ai ici le nœud qui est au centre, donc I2, le courant plutôt, le courant I1, c'est le courant qui est entrant. Et le courant entrant dans le nœud, c'est I3. Et le courant sortant, c'est I2. Donc la somme du courant entrant est égale à la somme du courant sortant. Je vais avoir I1 est égal à I2 moins I3. C'est la loi des nœuds. Donc je vais remplacer I2 par sa valeur, par la formule que j'ai trouvée tout à l'heure, c'est moins R3 sur R2 fois I3. Et je vais factoriser avec I3. Donc je peux calculer ici I3 en fonction de I1. I1 c'est déjà calculé, c'est 2,11 ampères. Donc ce calcul fait, vous allez trouver un courant de une intensité de 1,4 ampères. Et par la suite, je vais, en appliquant la formule de I2, c'est moins R3 sur R2 fois I3, je vais avoir I2 c'est égal à 0,71 ampères. Bon, maintenant pour l'application 2. Donc je suppose ici que j'ai une association qui est une association qui est en série. R1 elle est en série avec R2. Pourquoi? Parce que sont traversés par le même courant I. Donc je suppose que la tension au bord de R1 c'est une tension de 4 volts. Et la tension au bord de la résistance R1 et R2 c'est une tension de 12 volts. Et on demande de calculer tout d'abord la résistance R2 et par la suite le courant I. Donc d'après la formule de la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'il dit la loi d'Ohm? La tension est égale à U, est égale à U, est égale à R fois I. Donc si je considère la tension au bord de R1, R1 c'est une résistance de 200 ohms, je vais appliquer ici la loi d'Ohm, je vais calculer le courant, c'est la tension sur la résistance. Donc c'est 4 sur 200, je vais avoir 20 mA. Ça, c'est le courant qui traverse quoi? Qui traverse R1. Il ne faut pas oublier que c'est le même courant qui traverse la résistance R2. Pourquoi? Parce que R2, il est en série avec R1. Donc, maintenant, je vais appliquer la loi d'Ohm, mais cette fois-ci, pour la résistance R1 en série avec R2. Donc, je vais avoir 12 volts. C'est la tension globale. C'est R1 plus R2 fois I. Donc, la somme R1 plus R2, c'est la tension sur le courant. Donc, c'est 12 sur le courant I. I, c'est 20 mA. Donc, ce calcul fait, je vais avoir R1 plus R2 est égal à 600 ohms. Et déjà, R1, c'est 200 ohms. Donc, je vais calculer par la suite R2 qui est 600 moins R1, ça va donner 400 ohms. Donc là, je rappelle ici qu'il s'agit d'une association qui est une association série. Une deuxième application, ou bien plutôt une troisième application, on demande de calculer la résistance équivalente pour chaque montage. Donc là, j'ai deux montages. On demande de calculer la résistance équivalente. Donc là, l'association ou bien les résistances R1, R2 et R3, comment elles sont? Est-ce qu'ils sont en parallèle ou bien en série? Donc je peux dire que R1 et R3 ne sont pas en série. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas traversés par le même courant. Et bien sûr, ils ne sont pas en parallèle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même tension. Par contre, R1, R2, ils sont en parallèle. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent la même tension. Et l'association R1, R2, ça veut dire la résistance équivalence, elle est en série avec la résistance R3. Parce que cette association, elle sera parcourue par le même courant, ou bien plutôt R3, il va être traversé par le même courant qui traverse R2 en parallèle avec R1. Donc la résistance équivalente, c'est la résistance équivalente RAB plus la résistance RBC. Pourquoi? Parce qu'ils sont en série R3 ou bien RBC, il est en série avec RAB.
RAB, c'est une résistance les deux résistances sont en parallèle. Donc la résistance équivalente, c'est 60. C'est 100 fois 150 sur 100 plus 150. Donc tout calcul fait, vous allez trouver 60. Et je vais avoir R équivalent de l'ensemble de l'association AC, c'est 330. C'est R3, c'est 270, plus RAB qui est 60. Donc vous allez trouver que c'est 330 ohms. Maintenant, pour le deuxième montage, on demande de calculer la résistance équivalente du deuxième montage. Donc là, si je considère par exemple la résistance 120 et 60, comment elles sont? Les deux résistances là, elles sont en parallèle. La résistance 48 avec 80, ce sont des résistances qui sont en parallèle. Maintenant, la résistance 60 avec 48, ils ne sont pas en série. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas traversés par le même courant. La résistance 80 avec 120, ils ne sont pas en série, ils ne sont pas en parallèle. Donc je résume. Les deux résistances 48 et 80 ils sont en parallèle. Je vais calculer l'association ou bien la résistance équivalente sur le produit sur la somme. Et la résistance R20 et 120, elle est en parallèle avec 160. Je vais calculer la résistance équivalente. Donc finalement, je vais avoir comme résistance équivalente, c'est la résistance RAM plus la résistance RMN. La résistance RAM, c'est l'association parallèle, c'est 40, c'est 120 soit 60 sur 120 plus 60, je vais avoir 40. Et l'association, ou bien la résistance équivalente de l'association 48 et 80, RMN, c'est 48 fois 80 sur 48 plus 80, je vais avoir 30. Donc, sous calcul fait, vous allez avoir une résistance équivalente de 70 ohms. Une troisième application, donc je suppose ici que j'ai des nœuds, donc dans chaque cas, trouver la valeur du courant qui manque. Donc, si je considère le premier nœud, vous avez l'intensité qui manque, c'est I3. Donc, le deuxième nœud, l'intensité qui manque, c'est I4. Et dans le troisième nœud, l'intensité qui manque, c'est I3. Donc, pour les trois schémas, on va appliquer, pour trouver l'intensité qui manque, on va appliquer la loi des nœuds. Donc, je rappelle ici que la loi des nœuds, qu'est-ce qu'il dit la loi des nœuds? Il dit que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Donc, si je considère le premier schéma, quels sont les courants entrants? Bon, les courants entrants, ce sont I1 et I3. Et il existe un seul courant sortant, c'est I2. Donc, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Donc, je vais avoir I1 plus I3 est égal à I2. Et je calcule I3, c'est 2 ampères. Donc, I3, c'est I2 moins I1. I2 est égal à 3,2. I1, c'est 1,2. Donc, ce calcul fait, vous allez trouver 2 ampères. Maintenant, pour le deuxième schéma. Toujours, j'applique la loi des nœuds, c'est que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Donc, le courant entrant, vous avez I3, I1, I2. Donc, I3 plus I1 plus I2 est égal à I4. Et je calcule I4, c'est la somme des trois intensités. Donc, je vais avoir 9,6 ampères. Maintenant, pour le troisième montage, toujours j'applique la loi des nœuds. La somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Bon, maintenant, quels sont les courants entrants? Quels sont les courants sortants? Les courants entrants, ce sont I1 et I2. Les courants sortants, ce sont I3 et I4. Donc, on va avoir I3 est égal à I3 plus I4. I3 plus I4, c'est la somme des courants sortants, est égal à I1 plus I2. Donc, je peux calculer par la suite I3, c'est moins I4 plus I1 plus I2. Donc, ce calcul fait, vous allez trouver que I3 est égal à moins 0,2 ampères. Une quatrième application, soit le montage suivant, il est formé par trois résistances R1, R2, R3, deux générateurs E1 et E2, et on demande de calculer la différence de potentiel VAM. Les données, R1 est égal à 10 ohms, R3 10 ohms, E2 20 volts, R2 15 ohms et E1 est égal à 12 volts. Donc on demande de calculer la différence de potentiel VAM.
Donc une quatrième application, donc je suppose ici que j'ai deux mailles, la maille 1 et la maille 2, et on demande de calculer la tension VAM. Donc là, je vais appliquer la loi du nœud. Donc la loi du nœud au nœud, bien sûr, le point M. Donc le courant au nœud M, c'est le courant I3. Et les courants sortants, ce sont les courants I1 et le courant I2. Donc si j'applique la loi du nœud au nœud M, je vais avoir I3 ici à la I1 plus I2. Donc maintenant, pour l'application de la deuxième loi de Kirchhoff, c'est ce qu'on appelle la loi des mailles. Je vais utiliser la maille en bleu, c'est la maille 1. Donc je parcours notre maille, la maille B, A, M, B. Donc suivant le sens 1, je vais avoir la somme des tensions est nulle. Donc c'est 20 et 1. Pourquoi? Parce que la résistance R1 c'est une résistance de 20 ohms. Donc 20 et 1 plus 10 et 3 est égal à 12. Maintenant, si j'applique la loi des mailles pour la deuxième maille, la maille 2, ça veut dire la maille C, M, A, C. Donc, je vais avoir 10 et 3, plus 25 et 2, normalement, plus E2 est égal à 0. Donc, par la suite, je peux simplifier cette équation. Je trouve 10 et 3 plus 25 et 2 est égal à moins 20. Là, vous avez trois équations à trois inconnues. La première équation, c'est l'équation de la loi du nœud. La deuxième équation, c'est l'équation qui est issue de la maille 1. Et l'équation qui est issue de la maille 2. Donc, vous avez trois équations, trois inconnues. Donc, je peux calculer les courants I1, I2 et I3. Donc, une fois que je calcule le courant I3, je vais avoir la tension VAM, c'est égal à moins 0,5 volts.